29 avril 1912. Le Petit Parisien publie une page unique dans les annales du crime. Comment Bonneau fut pris et tué par le chef de la sûreté Xavier Guichard. Bonneau s'était réfugié à Choisy-le-Roi, dans un garage dépendant de la propriété de l'anarchiste millionnaire Fromentin. La police et la troupe durent en faire le siège. Pour ne pas exposer inutilement la vie des soldats et des agents, on prit la résolution de faire sauter à la dynamite le repère du bandit. Au péril de sa vie, le lieutenant de la garde républicaine Fontan alla placer la bombe. Dubois, un autre membre de la sinistre bande, était avec Bonneau et tous deux faisaient feu sur les assiégeants qui ripostaient. 2 agents, Eugène et Arlon, furent blessés. Quand on pénétra dans le garage, Dubois était sans vie. Quant à Bonneau, qui faisait le mort, comme à Ivry, M. Guichard le tua à coups de revolver. Le bandit expira en arrivant à l'Hôtel-Dieu. M. Guichard a vengé hier le malheureux Join et toute la série des victimes de la bande Carouille et compagnie. Bonneau, le terrible chauffeur, assiégé dans un garage où l'avait reçu son ami Dubois, locataire du riche anarchiste Fromentin, a payé de sa vie sa résistance acharnée. Dubois est mort à ses côtés. Ses complices Garnier et Vallet, qui se sont jusqu'ici dérobés aux recherches de la police, savent maintenant que leur décision affichée de vendre chèrement leur liberté ne les sauvera pas. Avant de commencer le récit de cette journée toute remplie de péripéties dramatiques, il convient d'expliquer par quel concours de circonstances la sûreté parisienne fut amenée à rechercher Bonneau et ses sinistres complices à Choisy-le-Roi. Divers renseignements de sources autorisées avaient appris à M. Guichard que la fille d'un anarchiste notoire, Fromentin le millionnaire, riche propriétaire acquis à la doctrine libertaire, se rendait parfois chez Gauzy, en compagnie d'un autre militant nommé Boutegour. Le chef de la sûreté avait été amené ainsi à supposer que Bonneau, Garnier ou consort avait pu trouver asile à Choisy-le-Roi, dans un garage appartenant à Fromentin. Fromentin et Dubois. Fromentin possède, au carrefour formé par la rue Jules Vallès, le chemin du Parc et l'avenue de la République, une assez vaste étendue de terrain dont il a opéré ces dernières années le lotissement. Certaines parcelles, en bordure de la grande route, sont déjà vendues et des maisons, des boutiques aussi y ont été édifiées. Il y a là côte à côte une épicerie, un salon de coiffure, enfin le garage d'automobile. À quelques 20 mètres de l'avenue de la République, à droite en montant vers Ablon, se dresse cette dernière construction. Bizarrement édifiée, à peu près parallèlement à la route, elle était, malgré son apparence de légèreté, solidement bâtie. Une robuste charpente de bois, des carreaux de plâtre en formaient la muraille extérieure. D'un côté, un appentis en planche masque l'entrée d'un escalier, plutôt d'une échelle de meunier, accédant à une soupente qui se trouve à l'intérieur du garage, à hauteur d'un premier étage. Du côté de Choisy-le-Roi, point de fenêtre. Sur la route, 2 ouvertures au premier étage. Au bas, un vitrage donnant le jour à l'atelier. 2 portes assez larges, l'une ouvrant sur l'avenue de la République, l'autre sur un petit sentier donnant sur la campagne. Ce garage, distant de 100 mètres environ d'une magnifique villa habitée par Fromentin, était loué à un mécanicien nommé Jean Dubois. On se souvient peut-être que dans la cabine de cantonnier où séjournèrent avant l'attentat de la forêt de Sénart les chauffeurs tragiques, on avait trouvé divers papiers au nom de ce Dubois. On n'y avait pas alors attaché grande importance, supposant qu'il s'agissait seulement de cartes de garage ayant pu se trouver en possession du chauffeur Matillet ou du jeune Cerisol. Cependant, depuis lors, M. Guichard avait appris que Dubois avait été l'associé de Bonneau dans divers méfaits, notamment dans le vol d'automobile commis à Blois l'an dernier. Cette automobile avait été maquillée et réparée chez Dubois. Le chef de la sûreté apprenait encore qu'à l'époque du crime du Châtelet-en-Brie, Bonneau avait remisé une voiture dans cet atelier perdu. Fort de toutes ces indications, M. Guichard résolut d'opérer une perquisition chez le mécanicien. Peut-être y trouverait-il Bonneau. Mais afin de ne pas attirer l'attention du bandit, M. Guichard avait décidé qu'aucune surveillance ne serait exercée autour de la maison de Dubois. Ses agents connaissaient d'ailleurs parfaitement cette habitation pour y avoir opéré déjà 2 perquisitions. Le premier échange de balles. Hier matin donc, à 7h35 exactement, le chef de la sûreté, accompagné de M. Legrand, chef adjoint, et de 16 inspecteurs, parmi lesquels les agents Eugène et Arlon, arrivait en automobile devant le garage de l'avenue de la République.
Le magistrat contourne la construction et s'arrête devant la porte de derrière, celle par laquelle entrent et sortent les automobiles. Avec précaution, il tourne le bouton de la serrure et brusquement, il tire à lui le battant. Un homme apparaît, à la moustache rousse. Monsieur Legrand le reconnaît, c'est Dubois. Il est prêt à partir à motocyclette. Sa machine est auprès de lui, tout équipée. Sitôt qu'il a vu le groupe de policiers, Dubois profère dans un grognement « Assassin !» et fait un pas en avant. Sans s'émouvoir, Monsieur Guichard lui répond « Haut les mains, ne tirez pas, on ne vous fera rien !» À cette injonction, le mécanicien riposte par un ricanement de mépris. Sa main, qu'il a jusqu'à ce moment tenue enfoncée dans sa poche, se lève, armée d'un revolver. 4 fois, le bandit presse la détente. Une balle effleure le bras de l'agent Harlon. Alors, un de ses collègues sort son revolver, ajuste Dubois et fait feu. Le mécanicien s'abat sur le pavé. Bonneau se révèle. Les policiers se retirent. Monsieur Guichard donne des instructions pour que la maison soit cernée. À ce moment, du balcon partent des coups de feu. Quel est ce nouvel assaillant ? Les policiers lèvent les yeux dans sa direction. Ils le reconnaissent dans un même sursaut de joie. C'est Bonneau. Enfin, ils le tiennent. Ils vont l'avoir. Le bandit s'est caché derrière une longue pancarte en bois où est peinte cette inscription « Lotissement Fromentin ». Et de là, il tire sans discontinuer. Les policiers esquissent un mouvement de retraite. Une balle siffle aux oreilles de Monsieur Guichard. Elle atteint l'inspecteur Eugène qui se tient auprès de son chef. Bien qu'amorti par un trousseau de clés, le projectile frappe au ventre le courageux agent. « Patron, j'en ai !» s'écrie Monsieur Eugène en s'affaissant. Monsieur Guichard lui demande « Pouvez-vous vous relever et vous retirer ?» Dans un effort surhumain, le blessé se relève et se traîne jusqu'à l'avenue de la République, où stationne l'automobile du service de la répression des fraudes qui a amené le chef de la sûreté. Monsieur Eugène raconte en 2 mots au chauffeur ce qui vient de se passer. Il faut rentrer dans Choisy-le-Roi pour y demander des renforts. Pendant ce temps, les policiers ont riposté. 10 balles vont s'aplatir sur le balcon. Mais Bonneau, dont la tête et la main émergent seuls au-dessus de la pancarte, est indemne, et sans désemparer, il continue sa fusillade. L'on estime que pendant ce court laps de temps, il n'a pas dû brûler moins de 50 cartouches. Il faut du renfort. Monsieur Guichard, dans un sentiment de prudence qu'on ne saurait trop louer, estime qu'il ne peut pas, dans ces conditions, exposer la vie de ses subordonnés. L'escalier qui donne accès au balcon sur lequel Bonneau s'est réfugié est trop étroit pour qu'on puisse tenter de forcer le bandit dans son repère. Il faut attendre des renforts. Aussi, avant qu'ils arrivent, il fait reculer ses hommes hors de la portée de Bonneau, mais sans rompre le cercle d'investissement. La foule intervient. Avant même que l'automobile qui emmène l'inspecteur Eugène soit arrivée à la maison de Choisy, le bruit d'un nouvel attentat, l'annonce que Bonneau était, une fois de plus, pris au gîte, s'était répandu dans la ville comme une traînée de poudre. La population était en fête à l'occasion de la première communion et, par une lamentable coïncidence, le fils de l'inspecteur Eugène était de ces enfants qui, hier matin, se pressaient dans l'église locale. Un clairon sonne la générale. Et tout aussitôt, dans un élan unanime, tous les hommes valides possédant une arme, le maire, M. Rendu et son adjoint en tête, s'en vont en courant vers le carrefour du lotissement Fromentin. M. Guichard, ceint de son écharpe, organise les premiers travaux d'approche. Les pompiers, les gendarmes, 2 soldats permissionnaires du 115e et du 104e régiment d'infanterie, tous les tireurs de bonne volonté, sont répartis aux abords du garage. Derrière chaque arbre de la route, carabine, fusil ou revolver au poing, des hommes se tiennent aux aguets. Sur chaque toit, derrière chaque haie, on voit luire des canons de fusil. Un grand mur en ruine, entourant un champ en contrebas de la route, presque en face du repère sinistre, abrite plus de 100 personnes qui, le canon à l'appui, sont prêtes à faire feu. Dans chaque sillon, dans des tranchées improvisées à l'aide de pierres ramassées un peu partout, d'autres braves gens sont couchés, ayant fait bon marché de leur vie par avance. Et ce spectacle est profondément noble et émouvant. La fusillade crépite sans interruption. Une foule que l'on peut évaluer à plus de 10 000 personnes suit anxieusement chacune des phases de ce drame poignant qui se déroule à si peu de distance d'elle. Les toitures d'un groupe scolaire en construction sont noires de monde. Toutes les fenêtres d'où l'on peut avoir chance de voir quelque chose sont occupées. Sur la route, dans des tourbillons de poussière, c'est un perpétuel va-et-vient d'automobiles, un mouvement de troupes ininterrompu.
Successivement, arrivent messieurs Lépine, préfet de police, Touny, directeur de la police municipale, Amar, directeur des recherches, Gilbert, juge d'instruction, la première brigade de réserve, tous les agents disponibles du 13e arrondissement, les gendarmes des brigades voisines, de nombreux commissaires de police de la banlieue, une compagnie à pied de la garde républicaine formée à la hâte, l'inspecteur principal Robert, l'inspecteur Donzelot, les représentants de plusieurs ministres, etc. La fusillade recommence. Bonneau et son compagnon ont percé des meurtrières à travers les carreaux de plâtre de leur abri. Toutes les 2 ou 3 minutes, dès qu'une silhouette apparaît dans leur champ de tir, on entend le claquement sec d'une détonation auquel répondent de véritables feux de salve. À 10 heures, plus de 400 coups de feu ont été tirés. Fort heureusement, du côté des combattants volontaires et de la police, personne n'a été touché. L'agent Harlon, après avoir reçu les premiers soins, a tenu à revenir sur le lieu du combat. Monsieur Lépine et les hauts fonctionnaires de la préfecture de police, abrités derrière une petite maison, examinent les mesures à prendre pour mettre fin à cette situation qui ne peut s'éterniser sans devenir dangereuse. Le lieutenant Fontan. C'est alors que, simplement en véritable héros, un officier de la garde républicaine offre d'aller faire sauter le garage. Le lieutenant Fontan commandait antérieurement un arrondissement de gendarmerie dans les Basses-Pyrénées. Il est depuis 4 jours seulement à la 3e compagnie de la garde, où l'on conservera certainement le souvenir de l'admirable bravoure dont il fit preuve. On a demandé de Versailles des sapeurs du génie, mais ils ne peuvent arriver avant plusieurs heures. D'autre part, permettre au lieutenant Fontan d'exposer aussi témérairement son existence paraît une folle imprudence. Néanmoins, l'officier explique son projet avec tant de sang-froid, tant de conviction, qu'il sait galvaniser tout le monde autour de lui. Il demande une voiture à bras, des matelas. Tout cela lui est apporté en un clin d'œil. Avec l'aide de plusieurs agents, il fixe les matelas les uns sur les autres au moyen de cordes. Puis, ayant quitté son dolman à 4 pattes entre les 2 roues, tandis qu'un inspecteur de la sûreté, également accroupi, pousse la voiturette, il s'achemine vers le garage. Une scène émouvante. Un silence de mort succède à la fusillade. Un clairon vient de sonner cessez-le-feu. Dans une pépinière, juste en face de la bicoque, mais de l'autre côté de la route, une vingtaine de gardes sont dissimulés, à genoux, visant pour protéger leur chef. Bonneau et son compagnon ne paraissent pas daigner se soucier de l'assaut qu'on va leur livrer. Lentement, terriblement cahotée par les sillons qu'elle franchit, la pauvre petite voiture à bras avance de quelques mètres. Puis soudain, dans un heurt trop brusque, une pile de matelas s'écroule, découvrant l'officier. C'est un moment de véritable angoisse. Des coups de feu crépitent partout de l'arsenal des bandits. Cette fois encore, ils ne font point de nouvelles victimes. Il faut trouver un autre moyen d'approche. Monsieur Lépine songe à une voiture de paille. 2 cyclistes sont détachés à Choisy, où ils trouvent chez messieurs Puche et Mathieu, entrepreneurs de camionnage, ce qui leur est nécessaire. La charrette reçoit autant de bottes qu'elle en peut supporter, un cheval y est attelé et, au trot, gagne le carrefour de la rue Jules Vallès. À l'arrière, on attache 2 matelas, l'un sur l'autre. Puis, tandis que monsieur Puche fait reculer son attelage, que de nombreux policiers, revolvers au poing, se tiennent prêts à tirer au cas où les bandits apparaîtraient, tandis que 200 fusils au moins sont braqués sur tous les points de la maisonnette, le lieutenant Fontan, courbé entre les roues, prépare les 2 cartouches de dynamite qui doivent provoquer l'explosion. Sans avoir essuyé le moindre coup de feu, la voiture arrive jusqu'à l'angle du garage le plus proche de la villa Fromentin. En rampant, l'officier, méticuleusement, place ses engins, allume le cordon Bickford. Sur un mot de lui, tout le monde, s'abritant tant bien que mal derrière la voiture, se met au plus vite hors d'atteinte. Là-bas, dans la foule des curieux, des applaudissements frénétiques, des vivas éclatent. 2 minutes, 3, 4, 5 s'écoulent dans un calme impressionnant où l'on sent que tous les cœurs battent plus vite. Chaque seconde paraît interminable. Au ras du sol, on n'aperçoit point la petite fumée tourbillonnante qui, d'habitude, indique que le cordon se consume. Il faut se rendre à l'évidence. Le vent violent qui souffle par rafales a éteint le feu. Le cordon ne brûle pas. Nouvelle tentative. Pourtant, midi va sonner. Tout le monde est énervé, anxieux. Il faut en finir. La première cartouche n'a pas donné le résultat attendu. On va recommencer. Et pour la seconde fois, la charrette de paille refait à reculons le court trajet de l'encoignure de la maison d'un marchand de vin qui l'abrite jusqu'au repère des bandits. Messieurs Touny, Guichard, 10 autres braves veulent l'accompagner. Il faut que monsieur Lépine s'écrie d'une voix de tonnerre
« Non, pas tout le monde !» pour que la plupart d'entre eux consentent à se retirer. Sous l'impulsion vigoureuse que lui donne le bras du vaillant camionneur Puch, le cheval, docilement, amène la lourde voiture à 1 mètre du garage, dont la muraille blanche et nue se détache sur l'herbe verte. Abrité par sa charge haute, le lieutenant Fontan, le commissaire Rebut de Choisy, son secrétaire, place une 2e cartouche et allume l'extrémité du cordon Bickford. Puis, au pas de course, tous reviennent, salués par des applaudissements. Du sol, cette fois, une petite fumée monte et, dans le grand silence de l'attente, une détonation retentit. D'un mouvement instinctif, tous se portent en avant et un geste de désappointement marque chez chacun le résultat négatif de l'opération. Le mur est plus solide qu'on ne l'avait supposé. Il est resté debout. Seul un angle a été écorné dans un émiettement de plâtras. La charge n'était pas assez forte. Il va falloir la doubler, la tripler. Le lieutenant Fontan en fait son affaire. Enfin, la maison saute. En quelques minutes, la tête nue, à genoux sur l'herbe desséchée d'un terrain vague, l'officier confectionne un formidable engin. Dans une boîte de fortune, il entasse 2 kilos de chédite, l'enveloppe de papier qu'il ficelle avec soin. Il y a de quoi déplacer la valeur de 60 000 kilos de roche environ. Et pour la 3e fois, la charrette à bris prête au brave officier sa masse protectrice. Il va tenant en main une pelle sur laquelle il a déposé son explosif. Sur ce petit paquet noir, tous les yeux sont fixés. Et c'est encore le solennel, l'angoissant silence. La charretée est revenue reprendre sa place. 1 minute, 2 peut-être, qui semblent longues, bien longues, passent dans l'attente. Dans le garage, rien ne bouge. Aucun bruit, aucune détonation. Sont-ils morts déjà? Vivent-ils encore? Derrière chaque arbre, une carabine se dresse, prête à faire feu. Des militaires, des inspecteurs restent immobiles, le doigt sur la gâchette de leurs Brownings. Dans un rayon de 50 mètres à peine, la maison Fromentin est entourée d'une double ceinture de fer et de balles. Toute tentative de fuite est impossible. Pour ceux qui s'y trouvent encore, c'est la mort certaine, sans quartier ni rémission. Cette fois, l'heure de l'expiation est venue. Et soudain, dans une lueur rouge fusant très haut, formidable, l'explosion retentit. Les demeures voisines en furent ébranlées. Un épais nuage de poussière enveloppa le garage et d'abord on ne distingua rien. Puis, de toutes les poitrines, un même cri de triomphe monta en même temps. On vit le mur écroulé, la maison coupée en 2, la toiture éventrée. Les tuiles rouges une à une s'émiettèrent sur le sol. Nettement, on distingua la pièce du rez-de-chaussée avec au milieu un amoncellement de décombres et dans le fond, dans un coin, la caisse d'une automobile à cheval sur une fosse profonde. La partie arrière effondrée découvrit l'intérieur du garage avec ses pièces du premier étage éventrées par places, ses oripeaux aux fenêtres flottant au vent. La ruée. Alors, de toutes parts, ce fut une ruée formidable vers le repère des bandits, comme si tous, spectateurs et policiers, d'un même élan irrésistible et spontané, voulaient donner l'assaut. Toute mesure de prudence fut abandonnée. Le cordon de garde qui maintenait au loin des milliers de curieux fut rompu dans une ruée de clameurs et de cris. Les hommes, les femmes, les enfants se lancèrent en avant, se poussant, se bousculant, s'écrasant, se piétinant, noyant dans leur flot toute la police impuissante à les maintenir et à leur faire entendre raison. Monsieur Guichard et le lieutenant pénètrent dans le garage. Si Bonneau et Dubois n'étaient pas morts, ils devaient s'être tapis dans l'une des pièces de l'étage supérieur restées debout. Avec prudence d'abord, des inspecteurs, revolvers en main, se risquèrent parmi les ruines fumantes. L'incendie allumé par l'explosion commençait à s'étendre. De grosses poutres crépitaient déjà sous la morsure des flammes. Une fumée noirâtre, des étincelles, les prenaient à la gorge et piquaient leur visage. Il fallait savoir à tout prix. Attendre plus longtemps était impossible. Monsieur Guichard, son frère, le commissaire des Halles et le lieutenant Fontan entrèrent résolument dans la maison. Dans la partie du rez-de-chaussée que la chédite n'avait pas enflammée, ils distinguèrent le corps d'un homme étendu sur le dos, le visage éclaboussé de sang. C'était Dubois. Sa main crispée serrait la crosse d'un revolver dont 5 balles avaient été tirées. Il était mort, tué soit par l'explosion, soit par l'une des balles tirées du dehors pendant la fusillade de la matinée. L'autopsie fixera ce point ultérieurement. Ailleurs, rien. « Allons là-haut, dit monsieur Guichard. C'est là que nous allons trouver Bonneau. »
Pour gagner le premier étage, le chef de la sûreté, son frère et le lieutenant gravirent les marches d'un petit escalier à rampe de fer courant le long de la façade extérieure du garage. Ils arrivèrent à un palier étroit, formant balcon sur la campagne. Ils prêtèrent l'oreille, n'entendirent aucun bruit. Une porte étroite et basse était devant eux qu'ils enfoncèrent à coups d'épaule. Bono est enfin abattu. Une première chambre s'ouvrait devant eux. Elle était vide. Dans une seconde, ils virent celui qu'ils cherchaient. Bono, le redoutable Bono, était là, ramassé sur lui-même comme une bête fauve prête à se jeter sur sa proie. Du sang maculait son front qu'une balle avait dû effleurer. Il était recroquevillé au pied d'une couchette de fer, une partie du corps dissimulée par un matelas, la bouche tordue dans un rictus de haine, féroce, les yeux hagards, livides, hideux. D'un sursaut brusque, il se dressa et criant une insulte, presque à bout portant, visa M. Guichard. La balle du Browning effleura le lieutenant Fontan, qui, heureusement, ne fut pas atteint. Bono venait de tirer pour la dernière fois. Une véritable fusillade répondit à son coup de revolver. M. Guichard et le lieutenant firent feu sur lui de toutes les balles de leurs armes et l'abattirent. Plusieurs projectiles l'avaient atteint et touché mortellement. Cependant, il respirait encore. Des inspecteurs le jetèrent dans une automobile qui, à toute allure, l'emporta à l'Hôtel-Dieu. La voiture passa au milieu des injures et des imprécations d'une foule hurlante qui croyait que Bono avait été capturé vivant et qui voulait qu'on le lui livrât pour l'écharper. L'indignation du public se manifesta même sous une forme si violente que plusieurs agents furent assez gravement contusionnés en voulant retenir les plus acharnés. À quelques minutes d'intervalle, une seconde automobile suivit, emportant à la morgue le cadavre de Dubois, laissant derrière elle le garage envahi par les flammes et brûlant de tous les côtés à la fois. Ajoutons qu'au cours de l'assaut, on avait tué une chienne appartenant à Dubois, de crainte qu'elle ne mordît le lieutenant Fontan, sur qui elle voulait se jeter. En revenant de Choisy, M. Guichard, son frère et les inspecteurs de la sûreté sont allés saluer la dépouille de M. Join, puis se sont rendus à l'hospice d'Ivry afin d'apprendre leur succès au brigadier Colmar. Au moment où tous quittaient la sûreté pour aller voir leurs collègues, les policiers furent l'objet de nombreuses ovations de la part de la foule qui s'était amassée sur le quai des Orfèvres. Mort de Bono. Préparez-vous à recevoir Bono très grièvement blessé. C'est ainsi que par un coup de téléphone, le personnel de l'Hôtel-Dieu connut la capture du redoutable bandit. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tous les services du vaste hôpital, et lorsque l'automobile ramenant le corps pantelant de Bono franchit le portail du parvis Notre-Dame, tout le monde était depuis longtemps déjà à son poste. Le docteur Gilbert, professeur de clinique à l'Hôtel-Dieu, fit déposer le blessé sur un brancard que des infirmiers transportèrent avec précaution dans une petite chambre située à droite de l'entrée de la salle Saint-Côme. Le corps fut rapidement dévêtu et examiné par les médecins présents. Mais rien ne pouvait être tenté pour sauver Bono, plongé dans le coma depuis son départ de Choisy-le-Roi. Le misérable expirait presque aussitôt son entrée à l'Hôtel-Dieu. Ses blessures. Un examen sommaire du cadavre permit de relever de multiples blessures. Un projectile a complètement traversé le crâne. Des balles ont brisé les cartilages du nez, qui a été traversé de part en part. Une première balle s'est logée au sommet du crâne, à la racine des cheveux. Une deuxième balle, entrée sous le sein gauche, a perforé la pointe du cœur et est ressortie par le dos. Une autre balle s'est logée sous l'œil gauche. Une autre balle encore a traversé le bras gauche au-dessus du coude. Enfin, l'on constata que Bono avait eu, au cours de sa lutte avec messieurs Join et Colmar, à Ivry, le poignet gauche traversé et brisé par un projectile sorti de son revolver. Ainsi, le bandit, dès le début de la lutte d'hier, se trouvait en état d'infériorité puisqu'il avait un poignet fracturé. Il porte certainement d'autres blessures que révélera l'autopsie. Le visage n'est point altéré par la souffrance. Le bandit, la face exsangue, semble dormir. La physionomie de Bono n'est nullement changée par la mort. La photographie du service anthropométrique reproduisait ses traits avec une netteté impressionnante. Peut-être les cheveux et la moustache courte sont-ils d'une teinte un peu plus foncée, par suite de l'application d'une teinture. La foule aux abords de l'hôpital. Il fallut, en hâte, improviser un service d'ordre aux abords de l'Hôtel-Dieu afin d'éviter l'envahissement des curieux. La consigne était assez délicate à faire respecter car c'était hier jour de visite pour les malades. Des gardiens de la paix reçurent mission de ne point laisser stationner sur le parvis Notre-Dame et à chacune des portes du vestibule et de la cour d'honneur, les infirmières faisaient bonne garde.
À l'entrée de la salle Saint-Côme, la surveillance était plus rigoureuse encore. N'étaient admises que les personnes pouvant justifier qu'elles venaient rendre visite à un parent ou à un ami. Vers 2h de l'après-midi, M. Nicolas, secrétaire particulier de M. Lépine, accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires de la préfecture de police, venait transmettre au directeur de l'Hôtel-Dieu, M. Paul Koch, le désir exprimé par M. Lépine de faire transporter sans retard le cadavre de Bonneau à la morgue, où il devait être autopsié en même temps que celui de l'anarchiste Dubois, qui y avait été précédemment conduit. Le corps du bandit fut donc replacé sur une civière et déposé à l'amphithéâtre, où un fourgon venait bientôt le chercher. À la morgue. Dès que le cadavre de Bonneau eut rejoint sur les dalles de la morgue celui de Dubois, les membres du parquet, messieurs Lécouvé, procureur de la République, Gilbert, juge d'instruction, le docteur Paul, médecin légiste, et monsieur Bertillon, directeur du service anthropométrique, s'y sont rendus. Les 2 corps furent minutieusement examinés par le docteur Paul. Le praticien constata que Dubois portait 3 blessures, produites par des balles de revolver. L'un des projectiles, après avoir traversé le bras gauche, avait pénétré dans le côté et était ressorti par la poitrine. Un autre s'était logé dans le bras et le 3e avait sectionné l'artère carotide, provoquant une mort foudroyante. Quant à Bonneau, dont le corps avait été littéralement criblé de projectiles, le docteur Paul ne s'explique pas comment il a pu si longtemps survivre à ces effroyables blessures. « Quel homme !» s'est écrié le médecin légiste. « Jamais je n'ai vu un semblable sujet. Il aurait dû être tué 10 fois pour une. » Les autopsies seront pratiquées aujourd'hui. Monsieur Bertillon a pris des photographies des cadavres et les a mensurées. Jusqu'au soir, une foule compacte, commentant les tragiques événements de la journée, a stationné devant le funèbre établissement du quai de l'Archevêché. Dubois. Son passé. Jean Dubois, mécanicien de profession, était né à Golta, dans le gouvernement de Kherson, Russie, le 13 février 1870. Il était fils de Joseph Dubois et de Christine Botinski. En 1908, alors qu'il habitait rue Victor Hugo, 83, à Courbevoie, Dubois fit l'objet de poursuites pour abus de confiance et vol. L'instruction de cette affaire fut menée par M. le juge Boucard. Au cours d'une perquisition pratiquée à son domicile, on avait découvert un livret militaire établissant que Jean Dubois avait servi à la Légion étrangère. Ses relations avec Bonneau. Les relations de Bonneau et de Dubois remontent à une date déjà ancienne. Sur les méfaits qu'ils ont pu accomplir ensemble, on ne possède jusqu'à présent que fort peu d'indications. On est persuadé cependant à la sûreté que c'est dans son garage que toutes les automobiles volées par la bande ont été conduites pour y être maquillées avant chaque attentat. La complicité de Dubois est nettement établie dans le vol d'une auto commis le 17 juillet 1911 à Lyon au préjudice de M. Lumière. Cette voiture fut amenée de Lyon à Choisy, dans le garage dont il était propriétaire, puis vendue à un monsieur Péricy, habitant Breuillet-Village, Seine-et-Oise. L'enquête ouverte par la sûreté et conduite par le brigadier Fleury établit que le vol avait été accompli par 3 individus, Bonneau, Marcel Simonin et Molinier. Ces 2 derniers avaient en outre dérobé le triptyque de l'église de Tenay, Loir-et-Cher. Arrêtés, ils furent, pour ce dernier méfait, condamnés à 10 ans de travaux forcés par la cour d'assises de Blois. Ils ont été mis ensuite à la disposition du parquet de Lyon pour le vol de l'automobile de M. Lumière. Seul Bonneau n'avait pu être capturé. À la préfecture de police, service des anarchistes, Dubois était bien connu. On possède sur lui un dossier assez volumineux. De tout temps, il fréquenta les milieux libertaires et même à certains moments, comme il était toujours en possession de sommes importantes, les compagnons le considérèrent comme suspect. Les événements d'hier ont fait justice de ses soupçons. Son existence à Choisy-le-Roi. Dubois, qui habitait Choisy-le-Roi depuis 2 ans, y était assez connu. L'amitié que lui témoignait son protecteur, M. Fromentin, le couvrait en quelque sorte. Certes, on se rendait bien compte qu'il ne vivait pas du produit presque nul de son garage. Mais il passait pour posséder quelque argent. Et puis on savait que la bourse de M. Fromentin lui était largement ouverte. Quand on se présentait chez lui pour un paiement et qu'il n'avait pas les fonds, il disait simplement « Allez vous faire régler chez M. Fromentin ». Et M. Fromentin payait. À présent, certains détails louches de son existence s'éclairent. Les langues se délient. Le soir même de l'attentat de Montgeron et de Chantilly, Dubois abrita une auto grise dont le signalement correspond à la voiture signalée par des témoins de Chantilly comme ayant été vue suivant celle où se tenaient les assassins. Cette voiture, qu'on appela l'auto de secours, devait servir en cas de panne de la première. Des voisins se souviennent des allées et venues singulières de gens qui venaient voir Dubois.
On voit même à plusieurs reprises une jeune femme fort élégante qui arrivait en auto, restait 10 minutes ou un quart d'heure à peine et repartait en hâte. On se demande aujourd'hui si ce n'était pas là une messagère apportant des lettres et venant en chercher. La correspondance entre bandits anarchistes pouvait s'effectuer de la sorte à l'abri du cabinet noir. Dubois, enfin, reçut la légendaire auto grise le soir même du coup de la rue Ordener. Il fut même inquiété par la police à l'époque. Toutefois, il s'en tira. À Courbevoie, il a laissé un mauvais souvenir. On a plutôt gardé à Courbevoie un mauvais souvenir de Dubois. Le bandit y avait une réputation détestable. Il vivait de cette réputation, car l'effroi qu'il inspirait à ses voisins empêchait souvent ces derniers de lui réclamer l'argent qu'il lui avait prêté. Il vint là en 1905 avec sa femme et ses 4 enfants pour occuper un petit logement de 400 francs de loyer et un hangar qu'il transforma en atelier de mécanique. Ayant trouvé un commanditaire, M. Vrac, aujourd'hui inspecteur d'assurance, il fit faire divers travaux, installa l'électricité, acheta des machines, fraiseuses, perforeuses, etc. et prit des ouvriers. Mais l'argent filait vite. Plus de 30 000 francs fondirent entre les mains avides du patron mécanicien qui ne trouvait même pas le moyen de payer ses ouvriers. Il ruina M. Vrac. Il s'en vanta même. « La propriété ne doit pas exister, disait-il souvent. L'argent est fait pour rouler, personne ne doit posséder. » Appliquant ces singulières théories, Dubois extorqua à l'un et à l'autre le plus d'argent qu'il put. Il emprunta 1 000 francs à une pauvre vieille débitante de vin qui avait grand-peine à vivre. Et lorsqu'elle lui réclama timidement son dû, sa seule réponse fut celle-ci. « Vous savez, je suis anarchiste. Eh bien, faites-moi la paix, ou sinon... » La pauvre femme se le tint pour dit, et avec elle, beaucoup d'autres victimes du misérable. C'était un filou, un simple filou, nous dit-on, que ce grand rouquin maigre. Lorsqu'il fut mis en faillite et que M. Vrac, son commanditaire, espéra ainsi rentrer dans une minime partie de son argent, Dubois fit sortir toutes ses machines pour aller les vendre. Cette escroquerie devait être punie, car bientôt des agents l'arrêtèrent et il fut condamné à quelques mois de prison. En sortant de Fresnes, il acheta un vieux wagon et vint s'installer tout près d'ici dans un terrain vague. Quelque temps plus tard, il disparaissait, abandonnant dans la plus profonde misère sa femme et ses 4 gosses. Ah oui, c'était un joli monsieur, et il fallait l'entendre se vanter. Vous savez, nous disait-il, je suis d'une excellente famille. Je suis petit-fils du général russe Dubois, descendant des émigrés protestants chassés par la révocation de l'édit de Nantes. Si je suis né en Russie, c'est à Louis XIV que je le dois. Mais je suis français et bien français. Ah oui, français, tout cela c'était pour essayer de nous enlever, aux uns et aux autres, nos petites économies. Un filou, monsieur, je vous dis, un simple filou, et c'est tout. Quand Bonneau arriva-t-il chez Dubois? Comment Bonneau est-il venu à Choisy-le-Roi et quand est-il arrivé chez Dubois? Double question à laquelle il est impossible de donner une réponse formelle. Le bandit a emporté son secret dans la mort. La sûreté croit qu'il s'y réfugia après l'attentat du Petit Ivry où M. Join trouva la mort. Mais s'il faut en croire un témoin, Madame X, voisine de Dubois, demeurant rue de la Halle, Bonneau ne se serait présenté chez lui que très peu de temps avant le drame et n'y aurait pas passé la nuit d'hier. Vers 5h30 du matin, cette dame remarqua un homme couché dans l'herbe, à côté d'une bicyclette et devant le garage. Elle pensa que c'était un cycliste ayant une réparation urgente à faire exécuter à sa machine et attendant le lever du mécanicien. Elle vaqua à ses occupations. Une demi-heure plus tard, elle regarda machinalement et ne vit plus l'homme. Par contre, elle aperçut Dubois qui avait ouvert sa porte. D'autre part, un autre voisin, M. Alba, prote à l'imprimerie d'un journal du soir, qui occupe rue Jules Vallès un élégant pavillon à 2 pas du garage, nous a raconté ceci. Vers 7h du matin, ayant besoin d'eau pour arroser mon jardin, j'envoyai mon petit-fils, Adolphe, qui a 14 ans, en chercher à une fontaine dans la rue. Je me mis à ma toilette. Au bout d'un long temps, Adolphe n'était pas revenu. Il est sans doute chez Dubois, pensai-je, en train d'examiner un moteur quelconque. Je ne me trompais pas. Dubois avait une motocyclette en parfait état et il réglait le moteur pour qu'il pût fonctionner sans rater. À ce moment, je m'en rends compte à présent, il préparait la machine pour que Bonneau pût se sauver. Bonneau ne lui avait probablement pas demandé de le cacher chez lui, mais seulement de lui donner une machine. Je commençais à m'impatienter quand mon petit-fils accourut tout ému. « Papa, papa, monsieur Dubois qui se bat avec des agents !» Je me précipitai et j'assistais au commencement de la fusillade. Mon petit-fils m'a dit que Dubois avait travaillé à son moteur devant lui et qu'il était tout à son ouvrage.
Soudain, ayant regardé autour de lui et ayant sans doute vu rôder des policiers, il cria « Va-t'en, petit, va-t'en !» Un instant après, les agents faisaient irruption. La bataille commença. Un autre témoin, M. Chevreux, marchand de vin rue Jules Vallès, chez qui Dubois prenait ses repas, il vivait seul, a servi du vin blanc vers 5h30 du matin à l'anarchiste et au boulanger apportant le pain au restaurant. Les deux hommes firent une partie de Zanzibar. Cela concorde exactement avec ce que dit Madame X. Il faut en conclure que Bonneau est arrivé au garage pendant que Dubois était chez le marchand de vin, que l'anarchiste n'ayant pas tardé à revenir, l'a introduit immédiatement chez lui et s'est empressé de mettre en état la motocyclette qu'il avait soigneusement nettoyée et graissée il y a quelques jours. La police est arrivée à temps. Après l'assaut. L'après-midi à Choisy-le-Roi. Dès 1h de l'après-midi, la ville était envahie par les curieux. L'avenue de la République était sillonnée par les autos, les voitures, les cyclistes et d'innombrables piétons. À partir de 2h, il devint indispensable de barrer l'avenue aux autos. Un service d'ordre rigoureux fut organisé. Cependant, la foule augmentait sans cesse. 50 000 personnes au bas mot sont venues hier à Choisy-le-Roi. Les débris fumants de la retraite de Bonneau étaient entourés d'un cordon d'agents, de gardes républicains et de gendarmes qui empêchaient la foule de se ruer vers les décombres. Rien ne saurait donner une idée de l'allégresse qui régnait. On avait l'impression que le sinistre cauchemar créé par la terreur qu'inspirait Bonneau était terminé. Joyeux, les gens se répandaient dans la ville et les cafés regorgeaient de consommateurs. « Je n'ai jamais vu pareille affluence à Choisy-le-Roi depuis que j'existe », nous dit un vieil habitant de la ville. Dans l'après-midi, l'incendie du garage est accompli. Il s'est éteint faute d'aliments. Seule une petite remise attenante et construite en carreaux de plâtre reste debout. Les quelques objets ayant échappé au feu sont groupés sur l'herbe, tout près de là. Ce sont les vestiges d'un mobilier modeste, une bicyclette et 2 motocyclettes en parfait état, prêtes à être enfourchées. Ce sont les 2 machines qui auraient favorisé la fuite de Bonneau et de Dubois. En effet, si l'opération n'avait pas été brusquée, Bonneau disparaissait le soir même. Une fois de plus, il eût échappé à la police. À la fin de la journée, M. Rebut, commissaire de police de Choisy-le-Roi, qui dirigeait le service d'ordre, fit adoucir la sévérité de la consigne. Le public put s'approcher des lieux du drame. Une arrestation. Au moment où la foule angoissée attendait l'issue du siège de Choisy-le-Roi, un incident s'est produit qui a failli tourner au drame. Un individu levant les bras s'est écrié « Bravo Bonneau, vas-y !» Aussitôt cerné par la foule, il a été enlevé par les agents et conduit au poste de police. C'est un nommé Paul Cordeau, âgé de 30 ans, journalier, demeurant 10 rue Nouvelle à Choisy. D'autre part, alors que le public s'écoulait par les multiples avenues, des agents de faction le long de la Seine ont eu leur attention attirée par les allures insolites d'un homme et d'une femme qui s'enfuyaient vers Alfortville. Monsieur Rebut, commissaire de police, après avoir téléphoné dans cette localité, a lancé derrière les fuyards 4 agents cyclistes. Mais ceux-ci ne les ont pas rattrapés. L'impression à Paris. Dès 10h du matin, les premières éditions spéciales des journaux apprenaient à la population parisienne que les bandits étaient cernés dans leurs repères. Bien que les renseignements fournis au public par ces placards à une seule page, tirés en hâte dans les imprimeries, fussent très sommaires, les passants s'arrachaient les feuilles vendues par les camelots. D'aucuns de ces derniers, profitant de l'aubaine, s'empressaient d'augmenter le prix de leurs journaux en raison de la foule qui demandait à être vite servie et renseignée. C'est pourquoi, en vertu des lois de l'offre et de la demande, celles-ci, durant toute la journée d'hier ayant primé celle-là, les éditions successives des journaux du soir s'enlevèrent, dès leur apparition, à des prix de 10 ou 15 centimes au lieu de 5. Les petits vendeurs ne pouvaient suffire à la besogne. Les plus malins d'entre eux s'étaient même provisoirement syndiqués afin d'accaparer à leur sortie les premières centaines de numéros de chaque édition nouvelle. Le trafic consistait à les revendre, bien entendu avec majoration, aux camelots moins heureux, c'est-à-dire moins fortunés, qui ne pouvaient faire partie de ce trust d'un nouveau genre. Dans le public, dès que les premiers renseignements furent connus et qu'on apprit que le siège de la maison où s'était réfugié Bonneau allait être fait, de nombreuses personnes décidèrent de se rendre à Choisy-le-Roi. Le sentiment d'aversion de la foule contre la bande des chauffeurs était tel que chacun espérait, en allant sur les lieux, avoir la satisfaction d'apprendre plus tôt la fin d'un cauchemar sanglant et le commencement de la victoire de la justice sur le crime. Les nouvelles se répandaient avec une rapidité étonnante.
On en parlait dans la rue entre gens ne se connaissant pas, de table à table dans les cafés, d'étage à étage dans les maisons, et jusqu'après la sortie des théâtres, ce fut le seul sujet de conversation. Dans cette journée d'hier, favorisée par une température douce, il ne fut question que des incidents qui se passaient autour du repère du bandit Bonneau, et les renseignements se transmirent de bouche en bouche jusque dans les localités de la banlieue fréquentées par les Parisiens dans leurs sorties dominicales. Monsieur Alfred Fromentin, l'anarchiste propriétaire. On a vu d'autre part que la maison où Bonneau s'était réfugié appartient à monsieur Alfred Fromentin, connu dans les milieux libertaires sous le nom de l'anarchiste millionnaire. Monsieur Alfred Fromentin est en effet possesseur d'une fortune considérable, dont il a consacré une grande partie à la diffusion des idées qui lui sont chères. Ami de monsieur Paraphe Javal, de Ferrer, il appartient au clan des scientifiques de l'anarchie. C'est un idéaliste qui voudrait transformer la société par l'éducation. À l'exemple de Ferrer, qu'il défendit dans une petite brochure après la mort tragique du libertaire espagnol, il a élevé à Choisy-le-Roi de coquettes villas, où il a installé une colonie libertaire qu'on appelle le Nid Rouge. C'est un sentimental, un Tolstoï moins la foi, et ses amis pensent qu'il ignorait la présence de Bonneau dans le garage qu'il loue à Dubois. Il est loin, paraît-il, de professer des idées de violence. Et un extrait de son ouvrage, La vérité sur l'œuvre de Francisco Ferrer, montre bien qu'il est l'ennemi des coups de force. L'anarchiste, y dit-il, est un individu qui a très bien compris que l'organisation sociale est défectueuse et méchante parce que les hommes s'imposent les uns aux autres un arbitraire par la force et que cette organisation ne peut être raisonnable et douce que le jour où l'autorité fera place à la raison. Bonneau ne s'était guère assimilé ces principes. Monsieur Alfred Fromentin est originaire de Nîmes. Il est âgé de 50 ans. Après avoir fait ses études au lycée de sa ville natale, Fromentin quitta le département du Gard, où il était employé des postes, et partit pour l'Amérique du Sud. Il vécut pendant quelques années à Caracas, capitale du Venezuela, où il avait trouvé une modeste situation dans une compagnie de chemin de fer. C'est dans cette ville qu'il épousa une jeune fille très riche, d'origine française. Peu après, il revint à Paris, en compagnie de sa femme, et fonda, en association avec M. Augereau, la maison de photographie de ce nom. Affaire d'assises. C'est à cette époque que se place un douloureux incident qui attira l'attention publique sur M. Alfred Fromentin. À la suite d'un différend qu'il avait eu avec un des courtiers de sa maison, M. Félix Antelme, l'objet du litige fut porté devant le tribunal de commerce de la Seine. À la sortie d'une audience, une discussion violente éclata dans la salle des Pas-Perdus entre messieurs Fromentin et Antelme, et ce dernier frappa son interlocuteur au visage. Monsieur Fromentin, s'armant aussitôt de son revolver, tira 5 balles sur son adversaire qui fut mortellement atteint et tomba comme foudroyé. Le meurtrier fut arrêté et incarcéré. Sa détention dura plus de 6 mois, au bout desquels il fut déféré en cour d'assises et acquitté par le jury, qui admit le cas de légitime défense. Les bons renseignements fournis à l'époque sur l'inculpé, notamment par M. V. de Joux, notre consul à Caracas, contribuèrent à impressionner les jurés en faveur de M. Alfred Fromentin, qui d'ailleurs n'avait pas encore versé dans l'anarchie. Ce n'est que plus tard que M. Fromentin fut acquis à la doctrine libertaire, mais il fut surtout un théoricien de ce parti. Il poussa le respect de ses nouvelles convictions jusqu'à divorcer d'avec sa femme pour vivre ensuite librement avec elle. C'est alors qu'il fonda le Nid Rouge, immeuble dans lequel, ainsi que nous l'avons dit, il offrait l'hospitalité à des compagnons malheureux. La police, qui surveillait ses faits et gestes, l'impliqua dans diverses poursuites, notamment lors des affaires de Draveil. À cette occasion, il fut arrêté dans l'une de ses propriétés à Saint-Brévin-l'Océan, où il villégiaturait. Mais on le remit en liberté, aucun fait délictueux ou criminel n'ayant été relevé à sa charge. Outre sa magnifique villa de la rue Jules Vallès, à Choisy-le-Roi, et son cottage de Saint-Brévin, M. Fromentin possède une propriété dans le Gard, où il s'est rendu ces jours derniers, si l'on en croit l'affirmation de la femme de service, qui hier matin fit cette réponse à M. Legrand, chef adjoint de la Sûreté. C'est le brigadier Fleury qui a tué Dubois. J'ai la quasi-certitude, nous a déclaré le brigadier Fleury, que c'est un projectile tiré par moi qui a tué Dubois. Voici pourquoi. Au moment où, vers 8h moins le quart, nous nous disposions à entrer dans la maison, un homme, qui n'était autre que Dubois, apparut et, à l'abri d'une auto de maître remisée dans le garage, tira dans notre direction 5 coups de revolver. À ce moment, je me trouvais à 10 mètres de lui.
Je le mis en joue et fis feu à mon tour à 5 reprises. Brusquement, il disparut. Nous crûmes tout d'abord qu'il avait quitté son refuge, mais à 11h30, nous retrouvâmes son cadavre à l'endroit même où il se trouvait quand j'ai déchargé sur lui mon Browning. Il était déjà rigide, ce qui indiquait que la mort remontait à un certain temps déjà. Or, comme il a disparu au moment précis où j'ai tiré mon dernier projectile, je ne crois pas me tromper en disant que c'est moi qui l'ai tué. L'inventaire. Immédiatement après l'enlèvement de Bonneau et de Dubois, M. Rebut, commissaire de police, a fait main basse sur tous les objets trouvés dans les pièces et que les flammes menaçaient de détruire. C'est ainsi qu'en dehors du lit, des matelas que l'on avait déjà enlevés, il a fait emporter une malle et une caisse où les pièces les plus diverses avaient été empilées. Il y avait là, il est vrai, des objets appartenant à Dubois. Quoi qu'il en soit, le tout, transporté au commissariat de police, a été inventorié sur le champ. En voici l'énumération presque complète. Un complet veston bleu marin, appartenant à Bonneau, avec dans une des poches un portefeuille, genre serviette, contenant 9 billets de 50 francs, soit 450 francs sans autre argent. Une paire de bretelles grises à tenons bleus, un passe-montagne en laine brune, un paquet de 6 journaux récents traitant de l'affaire Join, un paquet de 7 journaux d'hiver, dont l'Anarchie, 2 revolvers Browning englués de sang frais, l'un numéro 538 429 contenant une balle dans le canon, 5 balles au chargeur, l'autre numéro 48 063 contenant une balle au canon, 2 au chargeur. Ces 2 revolvers ont été trouvés près du lit de Bonneau, par terre, à la gauche du lit, ainsi qu'un autre revolver et 7 chargeurs contenant une 50aine de projectiles. Une carte pour automobile, un permis de conduire au nom de Buisson, des livres et brochures écrits en russe, une montre marchant encore et marquant 12:10 au lieu d'1 heure, 2 livrets militaires, sur les possesseurs desquels on nous a prié de garder le silence, un pistolet automatique marque Bayard, numéro 1750, fabriqué en Belgique, contenant 5 cartouches dans le chargeur et une dans le canon, 2 chargeurs pleins, un gros volume couvert en noir, les substances minérales, de Rivaux, ingénieur, ayant en tête l'inscription suivante écrite à l'encre, Adam Idzikowski. 2 paquets de journaux traversés par des balles, une blouse de chauffeur, une casquette genre anglais, un corsage de femme bleu foncé à pois blanc, un sautoir en perles bleues genre verroterie commune, des draps, des vêtements d'hommes et de femmes, une paire de gros souliers, des cartes automobiles et autres objets ayant manifestement appartenu à Dubois, du coton hydrophile, de l'ouate thermogène et 400 cartouches à balles en dehors des 15 ou 20 paquets qui ont sauté lors de l'explosion. Un précédent. L'affaire Downstitch. 2 bandits londoniens tinrent 1300 hommes en échec. Un épisode aussi dramatique que celui de Choisy-le-Roi se produisit à Londres, il y a 15 mois. Des cambrioleurs réunis en bande, et dont les plus fameux étaient un certain Pierre le peintre et un certain Fritz, avaient tué 3 policemen et blessé plusieurs autres gardiens de la paix londoniens. On les rechercha pendant 3 semaines. Des détectives découvrirent leur asile, le 3 janvier 1911, dans Sydney Street. La police décida alors de cerner tout le pâté de maison. Plusieurs centaines d'agents furent dépêchés sur les lieux. Une brigade de policemen, tous célibataires, marchait en tête. À 5 heures du matin, cette brigade s'engagea dans l'escalier étroit et obscur de la maison de Sydney Street. Mais les bandits veillaient. Ils ouvrirent sur les policemen une fusillade ininterrompue et tuèrent le sergent Leeson. Les agents redescendirent et réclamèrent du renfort. Des cordons de policiers enserrèrent plus étroitement la maison. Alors, du haut du logement qu'ils occupaient, les bandits continuèrent à tirer. La troupe fut mandée. 2 détachements de la garde écossaise vinrent prendre position et criblèrent de balles les fenêtres. Bien plus, 4 canons furent amenés, mais l'on renonça à les employer. On préféra mettre le feu à l'immeuble. Les cambrioleurs blessèrent encore 2 policemen. Soudain, une explosion se produisit. Lorsqu'on put pénétrer dans la maison, on y trouva les cadavres des 2 bandits. Pendant 12 heures, ils avaient tenu 1300 hommes en échec. Rétro News, le site de presse de la BNF.